Bonjour à tous et merci de votre présence. Il me semble déjà en nombre à l'heure où je vous parle. Bienvenue sur cette réunion d'information dans le cadre de nos réunions dites de secteur. C'est la dernière, la sixième. Alors celle-ci, elle n'est pas en présentiel, elle est comme d'habitude sur le studio Erolf. Et on aura le plaisir effectivement de vous expliquer, montrer un petit peu tout ce qu'on a pu faire dans nos réunions de secteur. Alors à mes côtés pour organiser tout cela, j'ai bien évidemment Pascal Guyot ici présent, vice-président de la Fédération, Dominique Rigaud, vice-président également de la Fédération. Sur le plateau actuellement, Jean-Luc Joblin, le directeur technique de la Fédération. Il y a également dans les coulisses, pour régler tous les problèmes techniques, bien évidemment la directrice Béatrice Monet qui est présente. Et j'ai en face de moi, mais qu'on ne voit pas, mais qu'on va entendre, Gérard Mutin, notre secrétaire de la Fédération. Bonsoir Gérard. Bonsoir Président, bonsoir à tous. Alors, comme d'habitude, tu as la lourde tâche d'organiser la collecte des questions qui vont arriver tout au long de l'émission. Donc, j'espère qu'il y en aura un certain nombre pour qu'à la fin de réunion, on puisse effectivement répondre aux questions que tu viendras nous proposer. Alors, ces questions, il faut effectivement les envoyer soit par SMS, je crois, au 06 09 79 64 65. Je répète, 06 09 79 64 65. On répétera ce numéro-là un peu plus tard. Alors, sans plus attendre, on va pouvoir lancer notre réunion avec un ordre du jour qui commence déjà par le bilan cynégétique et le bilan dégâts des tableaux de chasse de la saison 2024-2025. C'est habituel, on ne change rien. Jean-Luc, la parole est à vous. Merci Président, bonsoir à tous. Alors effectivement, le tableau de chasse sanglier de la campagne 25-26 qui se termine, je vais directement donc, au résultat de la campagne. L'attribution de sangliers a été de 30 118 sangliers, justement, pour une réalisation de 22 266 animaux, soit 74% de réalisation. Ce bilan, je ne l'ai pas dit, je le précise, il est fait au 13 mars 2026. Donc c'est un prélèvement de 12% de plus que l'année dernière à la même date pour ces sangliers, soit 2332 sangliers prélevés en plus date à date que la saison précédente. Un record, nouveau record. Je passe au chevreuil à la même date du 13 mars, donc 14 654 attributions de chevreuil sur cette saison, pour une réalisation de 10 931 animaux, soit 75% de réalisation. Alors c'est un prélèvement qui est un petit peu en recul par rapport à l'année dernière, de 2%, soit 234 chevreuils prélevés en moins date à date. Et les grands cervidés pour être complets, donc 2687 attributions de grands cervidés cette année sur le département, pour 2109 réalisations, soit 78% de réalisation. Alors c'est 20% de prélèvement date à date en plus que la saison dernière, et c'est 333 grands cervidés prélevés là aussi en plus, à date. Merci Jean-Luc pour ces tableaux. Alors, quand on parle tableau de chasse cynégétique, ça veut dire qu'il y a une faune sauvage bien remplie, et on le voit, mais il y a donc forcément un peu de dégâts. Alors, je vais vous faire deux points dégâts. Le premier concerne la campagne 2024-2025. Ce sont des dégâts payés, puisque cette campagne s'est terminée au 30 juin 2025, je le rappelle. Donc sur cette campagne, 1901 dossiers ont donné lieu à indemnisation de dégâts de gibier. C'est 34,5% de plus que la campagne précédente, donc 23-24. Je vous laisse lire le détail. En termes de surface détruite pour les pertes de récolte, 1619 hectares, soit 14,1% de plus que la campagne précédente. Et en termes de montant indemnisé, un petit peu plus de 2 millions d'euros, soit 19% de plus que la campagne 23-24. Merci. Et on en est où sur la saison en cours? Alors sur la saison en cours, justement, donc sur 25-26, donc les dossiers de dégâts enregistrés chez nous à la Fédération au 28 février 2026, donc 1er juillet 2025 jusqu'au 28 février 2026. Donc la colonne qui est affichée en vert sur la vignette indique 1439 dossiers d'indemnisation de dégâts de gibier ouverts au 28 février, encore une fois. C'est moins 2,2% que la saison précédente à date. En termes de montant demandé, perte de récolte et remise en état, c'est 2 115 675 €, soit moins 10,4%
10% par rapport à la saison précédente. Les volumes demandés au 28 février, 102 907 quintaux, soit 11,9% de moins date à date par rapport à la saison précédente. Et les surfaces demandées en perte de récolte, 1703 hectares, soit 9,2% de moins que la saison précédente, date à date toujours. Merci Jean-Luc. On va donc enchaîner maintenant sur un autre sujet d'importance. C'est la partie sanitaire et Dominique est entre autres élu référent sur cette question, bien sûr, qui nous préoccupe tous. Oui, merci Pascal. Évidemment, je vais vous parler de l'agrainage en zone infectée de la tuberculose bovine. Il y a eu un arrêté en 2025 qui retenait 47 communes où il est strictement interdit d'agrainer et pas de dérogation possible, bien évidemment. Mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'on a récupéré 162 communes où c'est possible. Alors c'est possible évidemment sous contrat d'agrainage. Sans contrat d'agrainage, ça restera impossible. C'est un travail de concertation avec les services de la FDC 21, bien évidemment, mais aussi avec la DDPP, où on a essayé d'objectiver une situation sanitaire avec une base de critères qui soient des critères valables pour nous en tous les cas. Et on a décidé que sur 3 ans, s'il n'y avait pas de troupeaux, en tous les cas dans l'élevage local, et un blaireau PCR positif, eh bien on pouvait retrouver l'agrainage. Si c'est le cas avec les deux animaux qui sont positifs, eh bien là effectivement on ne pourra pas agrainer. On a évidemment une contrepartie à tout ça, hein. On s'est engagé en tous les cas à ce que les piégeurs, qui sont naturellement des chasseurs, à vraiment insister sur les endroits où il y a de la tuberculose bovine et dans les endroits autour pour avoir une surveillance qui soit une bonne surveillance. Aujourd'hui, on a des piégeurs sur la brèche, mais on a reçu aussi des buvards. Et là, au niveau des buvards, hein, vous connaissez le principe, on trempe les buvards dans le sang du sanglier et on renvoie ça quand c'est sec à la DDPP. Malheureusement, malgré les mails que vous avez tous reçus, on a reçu 342, enfin la DDPP a reçu 342 buvards sur 500, ce qui n'est pas suffisant. Simplement, si on ne fait pas ce qu'on a préconisé là en faisant du piégeage plus le rendu des buvards, on risque de reperdre encore des communes. Et c'est quand même bien dommage d'avoir travaillé dans ce sens-là et puis de se retrouver avec moins de communes parce qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait sur le terrain. Merci Dominique. Un autre sujet que tu souhaitais aborder, je crois, c'est concernant la maladie d'Ojeski. Oui, maladie d'Ojeski, vous le savez, on a eu 4 cas déclarés la saison dernière. C'est une maladie virale des suidés. Elle n'est pas transmissible à l'homme, heureusement, mais alors, par contre, les chiens peuvent en payer un lourd tribut avec des souffrances horribles. Donc, simplement des rappels des mesures de biosécurité. Ne pas nourrir les chiens, évidemment, avec la venaison, hein, que ce soit des viscères ou autres. Séparer au plus vite possible les chiens qui veulent mordre dans les sangliers qui sont prélevés. Alors certains mettent des bâches hein, pour vraiment isoler les animaux des chiens. Évidemment, il faut s'organiser, c'est pas facile, je peux le comprendre, et ne pas laisser vraiment les cadavres avec les cadavres de sangliers avec les chiens en contact. Évitez ça le plus possible. Évitez les rassemblements de grosses populations de sangliers. Parce qu'on sait très bien que la maladie, que ce soit la tuberculose bovine comme la maladie d'Ojeski, plus il y a de sangliers, plus la maladie se développe et c'est des risques pour nos chiens. Ne laissez pas, s'il vous plaît, de viscères dans les bois. On a des bacs à viscères avec un réseau qui est très très bien fourni. Ça serait prendre des risques pour la faune sauvage. Parce que évidemment, les sangliers vont aller consommer ces viscères s'ils sont atteints par cette maladie, et les renards aussi, s'ils sont atteints par cette maladie, ça va se propager partout. Donc vraiment, faites attention à ce que vous faites. Il y a des bacs à viscères, servez-vous-en. La FNC nous conseille, en tous les cas pour ceux qui le veulent, d'aller voir les vétérinaires pour essayer de faire vacciner leurs chiens avec le vaccin qui est malheureusement pour le moment que pour les porcs. Bon, il y a une réussite, on sait que c'est 50-50 pour pouvoir avoir un vaccin qui soit efficace. Alors que là, la fédération, elle, s'est engagée et a trouvé un laboratoire pour trouver vraiment un vaccin spécifique pour les chiens. Donc vraiment, ça va mettre quelques temps. Évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Il faut faire de la recherche, il faut adapter les choses, il faut faire des essais. Mais en tous les cas, on vous conseille quand même d'aller voir votre vétérinaire et éventuellement d'essayer de vacciner vos chiens. Autre sujet que tu souhaitais aborder, la trichine.
Oui, la triquine. Alors vous savez, on a financé l'année dernière je dirais deux campagnes pour la recherche de la triquine. Alors évidemment, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe sur le terrain. On sait tous que la triquine, on en a très très peu en France, voire pas du tout. Mais en tous les cas, ça nous permet d'avoir une traçabilité. C'est bien pour que vous puissiez, en toute sécurité, et rassurer les gens à qui vous allez pouvoir donner à des particuliers éventuellement et à d'autres, hein, évidemment, pour pouvoir suivre ça de très près. On a eu une première opération en décembre 2005 avec 4 échantillonnages de sangliers sur 6 territoires différents. Bon, le retour est négatif, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de trichine de trouver à cette date. La deuxième opération est en février 2026 avec 6 échantillons de sangliers cette fois-ci, et toujours sur 5 territoires aussi différents, toujours pas de trichine de trouver sur les sangliers. Donc l'opération va se reproduire la saison prochaine, donc profitez-en, c'est un intérêt pour vous et puis pour nous aussi de savoir ce qui s'y passe dans notre faune. Et puis c'est aussi financé par la fédération. Je l'ai dit, oui, Très bien. financé par la fédération. Important de le rappeler parce qu'effectivement, vous pouvez comme ça avoir une vision très rapide, très concrète du côté sanitaire de votre territoire. On va passer ensuite à un dossier important en Côte d'Or, peut-être pas aussi important qu'on le souhaiterait, c'est le dossier petit gibier. Pascal. Merci Pascal, bonsoir à tous. Alors le petit gibier, la convention de gestion faisan, eh bien, pour nous c'est un bilan très décevant puisque les objectifs ne sont pas atteints. Hein, on a seulement 7405 oiseaux lâchés sur 3 ans. Donc on est vraiment déçus de ce côté-là. Alors il y a une réflexion en cours sur notre côté fédération pour un nouveau projet. Malgré tout, les sociétés engagées pourront reconduire une année supplémentaire. Une info importante, la date de lâcher est portée au 31 août au lieu du 15 août. En fait, on a pris acte des remontées de terrain qui souhaitaient ce décalage. Le plan de gestion lièvre, prélèvement en baisse, cette année encore moins 10%, malgré une attribution de 11% supplémentaire. Les résultats de comptage de cet hiver 25-26 confirment d'ailleurs cette tendance. Nous passons donc aux ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors on va vers un nouvel arrêté 2026-2029. Il y a eu 2 commissions départementales cet automne en 2025 pour consultation avant dépôt par les services de l'État du dossier de demande de classement pour la prochaine période. Pour votre info, un minimum de montant de dommages est demandé par classe d'espèces d'ésodes. Pour le renard, par exemple, c'est 10 000 € minimum d'attestation qu'il nous faut pour pouvoir faire déposer un dossier. Alors merci, un grand merci aux chasseurs-piégeurs pour les attestations de dommages. Sans elles, nous perdions le renard sous la pression des associations de protection de la nature. Certains départements, je vous le précise, ont perdu le renard et ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. À noter l'action de la fédération, des représentants agricoles et de l'association département des piégeurs qui nous a permis d'arracher, comme je vous le disais précédemment, de justesse, un avis départemental favorable au classement du renard, du corbeau-freux, de la corneille noire et de la fouine. Nous attendons la décision du ministère. Donc restons mobilisés, ne baissons pas les bras et surtout, faites remonter les attestations de dommages. Merci. Merci Pascal. J'en profite pour accueillir Béatrice, notre directrice, qui nous a rejoint sur le plateau, pendant que Jean-Luc est retourné en coulisses pour collecter avec Gérard les questions. J'espère que ces questions commencent un peu à rentrer. Est-ce qu'il y a quelques questions qui sont arrivées, messieurs Gérard et Jean-Luc? Vous m'entendez? Oui, nous avons déjà reçu 2 ou 3, 4 questions. 4 questions sont arrivées. Bon, alors n'hésitez pas. Le numéro de téléphone, est-ce qu'on peut l'afficher, ce numéro de téléphone? Je pense qu'on va le demander, ou je le répète, ce sera peut-être plus simple. Il est affiché, impeccable. Regardez, il n'y a qu'à demander. Merci la technique. On va donc parler d'un sujet qui rejoint un peu le sujet petit gibier. C'est le président national de l'association Chasseurs National de France. Dominique, dis-moi un petit mot, s'il te plaît. Oui, je vais être très très rapide parce que effectivement, c'est le petit gibier, c'est la défense, la découverte du petit gibier et de la chasse avec un chien d'arrêt ou un chien leveur. Donc le Challenge national Chasseurs de France, c'est ce qui remplace les journées Saint-Hubert. Donc c'est la même chose, sauf qu'on a changé quelque chose. Le titre déjà, c'est très important. Mais en tous les cas, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a eu une réussite la saison dernière et qu'on veut absolument avoir encore plus de réussite cette année. Et je vous souhaite tous, en tous les cas tous ceux qui sont passionnés de gibier avec chien d'arrêt
et chiens leveurs de venir participer à notre journée qui se déroulera, je crois, le 3 octobre, le samedi 3 octobre en Côte d'Or. Ça sera sans doute autour de Beaune, pas très loin de Beaune. En tous les cas, on vous y souhaite nombreux. Venez, c'est super sympa, on passe une super journée. On vous veut nombreux. Merci d'avance. Merci Dominique. On va parler maintenant d'un sujet aussi d'importance, si ce n'est pas le plus important, c'est la formation à l'examen du permis de chasser. Si on veut que nos troupes continuent d'exister et même de progresser, il faut commencer à passer le permis de chasser. Dominique? Non, Pascal, Pascal. Désolé, Pascal. Alors, la formation permis de chasser, que je qualifierais de plutôt attractive au sein de notre fédération, puisque 369 candidats ont été formés et 275 ont réussi. Je dirais que les formateurs sont assez bons au sein de notre fédération. En tout cas, on a une formation de qualité. Ça s'appelle de l'autosatisfaction. Il faut en profiter. On est là pour aussi vanter la qualité de l'ensemble des formateurs et tous ceux qui organisent cette formation. Et avec un taux, bien sûr, de 75% de réussite sur la saison. À titre indicatif, au niveau national, on est à 73%, on est légèrement au-dessus. Et 16% de femmes dans l'effectif. Alors, les autres formations fédérales, il y a eu 214 chasseurs formés cette année, chasse accompagnée, piégeurs, chasse à l'arc, etc. Et bien sûr, une chose importante qu'il va avoir à la rentrée septembre 2026, c'est une nouvelle formation destinée aux responsables de chasse, responsables de battues, chefs de ligne, chefs de traque, etc., qui viendra compléter ce catalogue. Et cette formation aura vraiment pour objectif de donner aux responsables des territoires des outils nécessaires à la bonne organisation dans un cadre réglementaire, dans une sécurité optimale. Donc c'est une formation qui n'est pas obligatoire, je précise, mais que je vous encourage vivement à effectuer. Pas obligatoire, mais très importante. Yeah. Dominique, tu vas nous parler maintenant de la formation sécurité décennale qui, elle, par contre, est obligatoire. Oui, elle est obligatoire à échange 2030. Tous les chasseurs titulaires d'un permis de chasser depuis 10 ans et plus sont tenus de passer cette formation. Alors, simplement, faut le dire, aujourd'hui, on était très très en avance par rapport à d'autres départements, peut-être même au niveau national. On était à 5900 chasseurs formés en Côte d'Or. On voit bien qu'il y a une baisse effectivement de fréquentation dans nos locaux. Alors, on a décidé d'un commun accord, bien évidemment, de ne faire que 4 matinées de formation en présentiel, de façon à permettre aux gens de venir quand même, pour ceux qui ne manipulent pas l'ordinateur comme ils le veulent, en tous les cas. Mais on se dit quand même qu'on est dans la période et dans la fourchette des gens qui sont plutôt des gens actifs maintenant, et ils ont moins de possibilités de se déplacer à la fédération. Donc, on vous encourage évidemment d'aller sur Internet. Pour cela, vous allez téléphoner à la fédération. Elena va vous donner un lien qu'il faudra quand même faire dans les 6 mois après que vous ayez obtenu le lien. Et vous allez pouvoir suivre votre formation décennale. Il y a 4 items, c'est simple. Vous suivez vos 4 items à la distance que vous voulez et au nombre de jours que vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est de terminer un item. Peu importe l'ordre, mais il faut terminer un item avec 2 questions à la fin. Alors évidemment, on peut se dire, je vais lancer l'item et je vais aller faire du jardinage ou du plâtre ou je ne sais quoi, et puis je vais revenir pour les 2 questions. Et non, ça ne se passera pas comme ça. Si vous ne répondez pas comme il faut aux 2 questions, l'item ne sera pas validé. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir avoir toute votre validation sur la décennale. Simplement, on vous le rappelle, le danger, c'est que la dernière année, on sera obligé de vous recevoir pour ceux qui le pourront, mais on ne pourra pas recevoir tout le monde, ça ne sera pas possible. Donc, mettez-y vous depuis maintenant, allez sur Internet, c'est très facile, c'est facile à faire, il faut manipuler un peu, mais c'est très facile à faire, et à terme, ça vous évitera de ne plus pouvoir valider, parce que c'est le risque. Aujourd'hui, vous n'avez pas fait votre décennale en 2030, eh bien, vous ne pourrez plus valider, c'est simple. Donc, ça serait quand même dommage de vous perdre en tant que chasseur, puis de perdre votre loisir préféré, j'imagine. Donc voilà, on vous encourage vivement à suivre cette formation décennale. Merci Dominique. Effectivement, et cette formation, elle doit être faite dans votre département. Vous ne pourrez pas la faire ailleurs la dernière année. Ce n'est pas parce que vous dites je vais aller dans un autre département, etc. etc. Bon, il y a un seul fichier, c'est ce qu'on appelle le guichet unique pour la validation annuelle. Et tout est regroupé au sein d'un même service informatique au niveau national. Merci Dominique. On va continuer sur un sujet
qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, mais qui fonctionne plutôt bien, il me semble, Béatrice. Oui, effectivement, Président, comme vous le dites, c'est la 4e saison que l'on met en place la collecte et le traitement des déchets de venaison. Donc, il a été mis en place en 2022-2023, pour rappel. Et au jour d'aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a 78 points de collecte sur l'entièreté du département, avec 151 bacs. Donc, vous l'avez bien compris, chaque point de collecte peut contenir soit 1, 2, 3, voire 4 bacs. Donc, c'est plutôt bien réparti sur le département de la Côte d'Or. Et donc, au jour d'aujourd'hui, au 28 février, effectivement, on peut dire qu'il y a eu 581 tonnes de déchets collectés. Si on le compare effectivement aux prélèvements qui ont été faits jusqu'au 28 février et qu'on estime, on va dire, des déchets, un poids de déchets théorique, c'est 748 tonnes. Donc pour rappel, 581 tonnes, on est plutôt bien. Ce qui veut dire que 77% des animaux prélevés à la chasse ont été collectés dans nos bacs. Donc un grand merci à vous qui participez à cette collecte. Et donc ça représente un coût total de 127 000 € qui est pris en charge, bien sûr, à 100% par la fédération. Ce que je voulais dire également et rajouter, c'est un grand merci aux responsables de points de collecte qui, sans eux, cette opération n'aurait pas pu voir le jour. Donc effectivement, ils fournissent parfois un travail ingrat, mais grâce à vous, cette opération fonctionne. Mais aussi un grand merci à tous les chasseurs qui participent à cette collecte. Merci Béatrice. Et puis quel soulagement de ne plus avoir dans la presse chaque début de semaine, lundi, mardi, des photos avec des viscères, avec des têtes de sangliers, de chevreuils, je ne sais quoi d'autre, dans les fossés, dans les poubelles. Bref, et qui nous faisait très, très souvent une mauvaise publicité. Là au moins, on n'entend plus parler de ces problèmes et on gère en autofinançant, mais véritablement sur les fonds des chasseurs, hein, et personne n'est là pour nous aider. Donc grand merci à vous. On arrive à ce chapitre des perspectives budgétaires, notamment pour 2026-2027. Alors, en préambule, déjà, on va vous présenter des chiffres. Soyez conscients que ça n'est absolument pas un budget définitif, hein. On est vraiment dans la réflexion budgétaire. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous le savez, les retours de demande de plan de chasse, c'est le 10 mars. Donc, pour le moment, il y a même encore quelques sociétés, il n'y en a plus beaucoup, qui sont retardataires. Tant qu'on n'a pas la totalité des demandes et des perspectives d'attribution, on n'est pas capable de construire la partie recette de l'année 2026-2027. Donc c'est en train de se faire. Donc on fait des approches pour le moment plutôt à la grosse louche, mais en tout cas, on va donc essayer de vous présenter le fruit de nos réflexions. La première réflexion, c'est déjà que concernant la facturation, on maintient la méthode, notamment concernant la redevance territoriale. Simplement, on maintient la densité aux 100 hectares d'attribution des sangliers. Comme on l'a dit et comme on l'a fait l'année dernière, on va également proposer une diminution du prix des bracelets de grands cervidés qui vont être compensés par l'augmentation des attributions sur certains territoires. Ça fait 2 années de suite où on attribue 20% et plus en augmentation. Ce sont des budgets très importants et il est normal, comme on l'a expliqué en réunion de secteur en présentiel, qu'on accompagne cette augmentation avec la baisse du prix unitaire. Également, un troisième paramètre qu'il faut retenir, hein, c'est qu'on va intégrer dans notre budget le versement de 260 000 € apportés par l'État dans le cadre de la dernière année de l'accord cadre. On va vous le présenter tout à l'heure dans le tableau qui suit. Mais voilà, on a eu 3 années successives avec des accompagnements financiers qui partaient en dégressif. 260 000 €, c'est la dernière année, donc ça va être intégré bien évidemment dans le budget que vous allez voir. Et puis, ce qu'on a aussi décidé, compte tenu de l'équilibre difficile à trouver au niveau de notre budget dégâts, c'est de maintenir l'utilisation de fonds associatifs à hauteur de 250 000 €. C'est exactement la même somme qu'on avait, entre guillemets, décidé de mettre l'année dernière. Alors, on va passer à un tableau qui est un peu plus entre guillemets lourd peut-être à regarder, mais qui est très entre guillemets complet et qui est surtout
sur maintenant, depuis 2022-2023, reprend les mêmes lignes. Alors, si vous regardez dans le pavé un peu saumon au-dessus et que vous allez tout de suite à la colonne de droite budget 2026-2027, vous remarquerez que la partie indemnisation dégâts à hauteur de 2 millions est à peu près similaire à la moyenne de ces 3, 4, 5 dernières années. Si on fait la moyenne de tout ça, on est aux alentours de 2 millions d'euros. La partie autre charge d'1 300 000 000, là aussi c'est à peu près la même chose sur les 4 ou 5 dernières années. Ça représente quoi? C'est toute la partie administrative de la gestion dégâts, à savoir le financement des estimateurs, leur déplacement, la rémunération du personnel qui sont dédiés à 100% à ces dossiers au niveau de la fédération. On a également la prise en charge de la quote-part de fonctionnement du siège de la fédération. Il y a du personnel, il faut bien qu'ils aient des locaux, des bureaux. Et donc tout ça représente un budget annuel d'1 300 000 000. Je n'oublie pas également de préciser que dans ce budget, non des moindres, il y a la partie clôture, pour la partie prévention, pour lesquelles on a fait des gros efforts. Vous imaginez bien que si on arrive à maintenir cette enveloppe de 2 millions d'euros depuis quelques années, malgré l'explosion des populations de sangliers, c'est que la partie prévention, notamment avec la mise en place de clôture, joue son rôle, fait son effet, mais a un coût, et on le retrouve dans la partie 1 300 000 euros. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, vous regardez maintenant la partie recette. Comment on va construire notre recette pour arriver à équilibrer et retrouver 3 300 000 euros, qui est le total des charges. On a un objectif, c'est de maintenir au départ, initialement, la recette et de la contribution territoriale. 815 500 euros, c'était depuis 2 ans maintenant, peut-être la 3e année, la même ligne. Vous retrouvez ensuite, comme je vous l'ai précisé, en année 3, 260 000 euros de la partie aide de l'État. Si on va juste en dessous, la ligne, vous retrouvez 900 000 euros. C'est peut-être un peu petit pour vous, j'en suis désolé, mais 900 000 euros, c'est la partie recettes, bracelets, chevreuil et grand cervidé. Là aussi, confirmez ce que je viens de dire, on reconduit le budget de l'année dernière, ce qui prouve bien que malgré l'augmentation des attributions, et compte tenu de la baisse du prix unitaire, on aura une enveloppe qui sera à peu près stable. Ce qui nous fait un total produit hors bracelet de sanglier d'1 975 500 euros. Si on y rajoute là aussi la même enveloppe pour des bracelets sangliers, 585 000 euros, c'est la même chose depuis 3 ans, ça nous fait un total de 2 560 500 euros. Ce qui génère un déficit budgétaire prévisionnel de 739 500 euros pour être précis. Donc forcément, ça nous inquiète. C'est pour ça que le résultat de fonctionnement budgétaire, encore une fois prévisionnel, comme les 2 dernières années, va être aux alentours de 250 000 euros. On le revoit bien sur le tableau. Nous allons y apporter, comme je vous l'ai dit précédemment, notamment 250 000 euros en provenance de nos fonds associatifs, de nos réserves. Une association, on dit des fonds associatifs. Ce qui laisse malgré tout un équilibre budgétaire déficitaire, donc il y a un déséquilibre, à hauteur de 240 000 euros si on arrondit la somme de 239 500 euros. Comment va-t-on faire ? On ne peut pas régulièrement utiliser nos fonds associatifs. On a déjà utilisé 1 500 000 euros sur ces 5 dernières années. Donc il va falloir tout simplement augmenter la contribution territoriale qui devra peut-être monter de 25 à 30% pour pouvoir retrouver un équilibre financier. C'est indispensable et encore une fois c'est une volonté politique et notre stratégie financière qu'on assume bien. Alors, ce qu'on a voulu faire, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, c'est quand même vous alerter sur la nécessité de faire des gros prélèvements sur les populations de sangliers. Regardez ce tableau et vous voyez pour la dynamique, les services techniques nous ont réalisé cette courbe. Et ce qui est important de voir, c'est que depuis 2022-2023 jusqu'à la prévision 2026-2027, on a une augmentation qui est de l'ordre de 12% en moyenne dans les réalisations. Donc on peut déjà imaginer que ce que va donner les chiffres ou ce que vont donner les chiffres pour 2026-2027. Donc avec une attribution
qui devra être largement au-delà de 30 000, puisque c'était le cas cette année, qui devrait passer à 33 000 et plus. Donc on se demande comment on va pouvoir arrêter effectivement cette montée. Cette courbe-là, c'est uniquement pour maintenir le niveau des populations et non pas le faire baisser, parce qu'on n'est malheureusement pas en train de dépasser, je dirais, les prélèvements nécessaires pour minimiser les populations. Avec le taux d'accroissement des populations de sangliers, très important comme vous le savez, il faudra aller bien au-delà. Il faudra aller bien au-delà, notamment au niveau des tirs des femelles adultes, ce qui n'est malheureusement pas suffisamment fait dans notre département. On sait qu'il y a beaucoup de consignes de tir et de règlements intérieurs sous le manteau pour limiter ces prélèvements. Je le dis comme je l'ai dit dans toutes les réunions de secteur, c'est de l'irresponsabilité. On va droit contre un mur. On a échangé beaucoup avec la profession agricole, avec le préfet la semaine dernière. Ils sont tous très inquiets de voir cette montée régulière maintenant depuis, vous le voyez, hein, vous avez vu le tableau, depuis 2014 où on a eu un premier palier, puis après 2020, 2021, 2022, un deuxième palier, et là on est reparti à la hausse pour aller je ne sais où. Bon, écoutez, moi j'ai tendance à dire, si vous pensez arriver à faire baisser les populations de sangliers en continuant simplement la même stratégie que l'on a maintenant, ça ne pourra pas marcher. Il faut totalement changer et il faut prélever des laits adultes en plus grand nombre. C'est une évidence si on veut faire baisser les populations. Ce qui nous permet de réagir et de réfléchir surtout sur les perspectives budgétaires de 2027-2028. Alors, je précise bien, hein, ce n'est pas pour l'année prochaine, c'est pour dans 2 ans. Mais comme on sait qu'il va y avoir une marge d'escalier certainement importante pour certaines sociétés, on s'y prend longtemps à l'avance, très longtemps à l'avance, qui vous permet aussi peut-être de réagir dès la saison prochaine pour faire baisser les populations. La balle est en votre camp, si je peux m'exprimer ainsi. Première chose, on veut remettre en cause le calcul des cotisations. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la fin des aides de l'État. On vous l'a dit, la 3e année est tombée. L'année prochaine, il n'y aura rien. Et également, on le voit bien, il y a des très fortes attributions aujourd'hui de sangliers liées aux grosses populations de sangliers. Et également, même chose pour les grands cervidés, des attributions de plus en plus fortes. On a quasiment doublé les attributions en quelques années des grands cervidés. Tout ça a complètement remis en cause l'équilibre financier qu'on avait par unité de gestion. Jusqu'à présent, entre les 13 unités de gestion, on avait un équilibre qui n'était pas parfait, mais on pouvait dire à plus ou moins 10%, tout le monde, c'était à peu près équitable. Aujourd'hui, c'est terminé. Du fait de ces montées en puissance des populations de sangliers partout sur l'ensemble du département, y compris dans nos plaines. Donc, stop, à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, on va certainement vous proposer, on y réfléchit en tout cas, pour 2027-2028, de retrouver un équilibre financier par unité de gestion. Ça veut dire qu'on va tout simplement se dire, voilà, une unité de gestion, la 1 jusqu'à la 13, on va calculer, comme on vous l'a présenté, le total des indemnisations dégâts qu'on a chaque année, plus les charges fixes. Et on doit avoir une recette avec le total des bracelets, sangliers, chevreuils, grands cervidés, en y ajoutant la contribution territoriale, un équilibre. Et c'est forcément la contribution territoriale qui va faire la variable d'ajustement. Et là, il peut y avoir des grandes différences, disparités entre unités de gestion. Donc, s'il vous plaît, anticipez. On vous l'annonce 2 ans à l'avance. C'est le seul moyen que vous puissiez réduire financièrement l'addition finale. J'ai terminé pour les perspectives budgétaires. Je vais repasser la parole à Béatrice qui va vous faire quelques annonces en vue de notre future Assemblée générale. Oui, effectivement, Président. Alors, nous allons vous donner rendez-vous à de nombreuses reprises. Alors, la première, ce sera pour notre exposition des trophées qui aura lieu le 17, 18 et 19 avril prochain. Donc, comme vous le savez, elle se tient donc au Palais des Congrès de Beaune. Donc, on vous donne rendez-vous. Elle est ouverte à partir du vendredi après-midi. Alors, il y a de grandes nouveautés cette année en 2026. Tout d'abord, un concours photo. Donc, on a déjà reçu de nombreuses photos, effectivement, à la Fédération que l'on va imprimer, exposer lors de notre exposition des trophées. Et c'est vous, donc visiteurs, qui allez élire la photo la plus méritante. Donc, on vous donne rendez-vous, effectivement, et on remettra un prix aux photos, aux 3 premières photos. Donc, il y aura effectivement une remise de prix.
Ensuite, deuxième annonce concernant cette exposition des trophées. Donc, il y aura des animations tout au long de cette exposition, donc à des heures précises. Donc, les associations spécialisées vont animer tout au long de la journée notre exposition. Donc, on vous donne rendez-vous effectivement à cet effet tout au long de cette exposition. Un dernier appel, donc si vous me le permettez, si vous avez un peu de temps à nous consacrer, que ce soit pour le montage ou même pour le démontage de l'exposition des trophées, n'hésitez pas à nous appeler à la fédération et à nous dire, bah voilà, j'ai une journée à vous consacrer, 2 jours, 3 jours. Et donc, effectivement, on vous inscrira sur le planning pour le montage comme pour le démontage. Alors, autre événement bien particulier, effectivement, c'est la tenue de notre Assemblée Générale, donc qui aura lieu le samedi 18 avril à compter de 9h30. Donc, l'ouverture au public se fera à partir de 8h. Venez nombreux, donc il y aura le café d'accueil qui vous attendra, effectivement. Et puis, on vous remettra tous les éléments pour prendre part au vote lors de notre Assemblée Générale. Vous savez également qu'en marge de notre assemblée, on remet des médailles. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez que des chasseurs méritants soient récompensés, de faire la demande auprès de la fédération jusqu'au 29 mars 2026. Donc, faites-le savoir et puis on leur remettra la médaille au cours du banquet gaulois, comme on aime à le rappeler, donc qui est proposé par le chef para, donc toujours au tarif unique de 20 €. Et donc, les inscriptions sont à faire avant le 3 avril. Pensez bien faire ces inscriptions et si vous souhaitez éventuellement, parce que c'est le cas souvent, une table entre copains de chasse de la même société, surtout quand il y a une médaille, anticipez-le parce que lorsqu'il y a la foule qui arrive dans cette salle, je sais que c'est souvent un peu compliqué, donc anticipez-le et normalement on peut vous mettre une table réservée au nom de la société concernée. On a également, pour accompagner notre repas, donc un appel aux sonneurs, s'il a été fait. Donc n'hésitez pas, mesdames, messieurs les sonneurs, ou si vous avez le réseau, à contacter la fédération et à parler autour de vous. Je sais que vous êtes un réseau fort et sonore, donc faites-le savoir autour de vous, parce que c'est ce qui, effectivement, nous plaît quand on est à table à la fin de notre Assemblée Générale, à vous entendre. On va parler biodiversité maintenant, toujours dans le cadre de l'éco-contribution. Sujet un peu complexe, mais de plus en plus présent au sein de notre fédération. Oui, effectivement, Président. Donc, 3 projets éco-contribués. Donc, le premier, c'est îlot de biodiversité. Alors, ce projet s'adresse à tout propriétaire foncier qui souhaite agir en faveur de la biodiversité. Donc, les îlots se composent de 50 plants, d'un couvert mellifère et d'un éventuel point d'eau. Et ils sont distribués gratuitement par la Fédération de Côte d'Or. Donc, en installant ces îlots, bien évidemment, vous recréez des zones favorables à la petite faune de plaine, aux oiseaux et aux pollinisateurs. Donc, c'est très important. N'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes intéressé. Deuxième projet intéressant, donc c'est la restauration de mares. Donc, depuis 2024, la Fédération propose à tout propriétaire foncier la restauration de mares forestières. Donc, restaurer ces milieux, bien évidemment, permet de faciliter l'accès à l'eau pour la faune sauvage dans un contexte de réchauffement climatique. Et le dernier projet, c'est Sensibiliser, effectivement, qui est ouvert et donc aux communes du département. Alors, cet outil permet la promotion de la haie et donc toutes les communes qui souhaitent bénéficier gratuitement d'un kit de plantation et d'un panneau pédagogique peuvent en faire la demande auprès de la fédération afin de sensibiliser le grand public sur les intérêts de la haie. Et effectivement, un point important, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles primaires qui participent à cet événement lors de la plantation. Donc, faites-vous connaître auprès de la fédération. On nous a aussi posé la question dans nos réunions de secteur en présentiel si on faisait toujours les cartes de plans de chasse. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, effectivement, Président. On repropose, effectivement, on reconduit l'impression des cartes de territoire donc, pour la saison 2026. Alors effectivement, les matières premières, comme vous le savez, malheureusement, ont augmenté. Donc, on vous le propose au tarif de 125 €. Donc, il y a un bon de commande que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et donc, il faudra le compléter, envoyer votre règlement
Tout ça avant le 3 juillet 2026 et vous pourrez venir retirer votre carte donc à la fin de l'été, fin août, début septembre, et cette carte sera à votre disposition. Voilà. Merci Béatrice. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de notre présentation. Ça va plutôt être maintenant la partie questions. Et je me retourne immédiatement vers notre secrétaire Gérard. Gérard, alors, est-ce qu'on a eu quelques questions? Je crois qu'il y en avait déjà quelques-unes tout à l'heure. Je crois qu'on est plus de 120 personnes connectées, donc il y a forcément quelques questions. Oui, bien sûr, Président. Encore beaucoup de questions ce soir, mais je pense que vous avez répondu à pas mal d'entre elles durant cette réunion. Donc j'en ai quand même retenu 3 qui me paraissent vraiment d'actualité. La première concerne les dégâts de gibier. Un agriculteur de ma commune ne veut pas nous abandonner ses droits de chasse. Il touche des dégâts de gibier. Je trouve que ce n'est pas normal. La fédération peut-elle s'y opposer? Question qui nous revient assez régulièrement. Pascal, tu veux y répondre? Oui, tout à fait. Ben, écoutez, on partage complètement votre point de vue et pour nous, ce n'est pas du tout logique. Hein, le cadre réglementaire et la loi sont ainsi faits. On n'a pas le choix. La fédération est contrainte et obligée de payer ces dégâts aux agriculteurs. Malgré tout, on travaille avec les représentants agricoles départementaux pour pouvoir combler le vide qu'il y a dans ces zones dites blanches, donc c'est-à-dire non chassables, pour pouvoir permettre d'effectuer et d'attribuer des plans de chasse. Il faut savoir que les zones blanches représentent à peu près 33% de notre territoire, ce qui est quand même conséquent, et nous sommes, il faut le dire, vraiment dans l'attente de la réactivité du monde agricole. Merci Pascal. Une autre question? Oui, la deuxième question concerne la protection des cultures. La fédération a refusé de me prêter du matériel de clôture pour la protection des maïs qui seront semés ce printemps sur mon territoire. Pourquoi ce refus? Ça, Dominique, je sais que tu es connaisseur et compétent sur la question clôture. Je te passe la parole. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je me suis occupé des clôtures pendant un certain temps. Simplement, oui, effectivement, on l'a présenté déjà l'année dernière, lors des réunions de secteur. On a fait un choix, il est simple, on réserve nos clôtures pour les points noirs, là où il y a beaucoup plus de risques, évidemment. Alors, quelques-unes aussi un peu pour les vignes, mais c'est surtout les points noirs. Simplement, nous, ce qu'on a demandé, c'est de dire aux sociétés de chasse, vous voulez vous protéger, c'est très bien, il faut le faire. Passez plutôt par le dépôt-vente de la fédération. Vous êtes subventionné à 50%, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis, vous êtes très réactif, en fait. Dès que vous allez avoir un agriculteur qui va venir vous voir, plutôt que de venir à la fédération, remplir des papiers, etc., l'urgence, c'est de mettre une clôture en place. Donc ça, vous pouvez le faire. Ça n'empêche pas qu'on vous subventionne à 50%, ce qui n'est pas rien. Et vous pouvez prétendre aussi, dans certaines conditions, bien évidemment, suivant la grille qui a été faite et qui a été renouvelée d'ailleurs, pour pouvoir prétendre à une subvention d'entretien. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, il y a plein de critères, on ne va pas les citer ce soir, mais en tous les cas, effectivement, on a fait ce choix. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à contacter la fédération, et puis dans ce cas-là, on verra ce qu'on pourra faire, mais en tous les cas, simplement, plus on est réactif, moins on a de dégâts. Voilà. Merci Dominique. Une troisième question, tu as dit tout à l'heure, je crois. Oui, c'est ça. Une troisième question que j'ai retenue concerne les plans de chasse. Nous avons entendu parler de la possibilité d'un futur bracelet de lait. Qu'en est-il réellement? Il y a des oreilles qui traînent loin, effectivement. Non, en fait, plus sérieusement, j'en ai parlé dans les réunions de secteur la semaine dernière, suite à la réunion qu'on a pu avoir en préfecture avec monsieur le préfet, le président de la Chambre d'agriculture, les représentants de la DDT, l'OFB et le représentant des louvetiers. Donc on a échangé longuement, notamment sur la situation préoccupante par rapport à cette courbe qui n'arrête pas de grimper en termes de population de sangliers, qu'on n'arrive pas à inverser malgré les records de prélèvements qu'on fait maintenant depuis plusieurs années, à différentes solutions. Et je dois dire que monsieur le préfet nous a clairement annoncé qu'il envisageait peut-être la création, en tout cas qu'il proposait à la fédération la création d'un bracelet sanglier adulte lait, donc pour les femelles reproductrices. Donc si vous voulez, pour nous, très honnêtement,
bracelet spécifique ou pas, je ne pense pas que ce soit la solution. Mais il faut vous dire quand même malgré tout que c'est une réflexion. Et dans le cadre de notre schéma qui va commencer à être en réflexion et en projet pour 2028. Ça veut dire que dès 2027, il va falloir véritablement travailler sur le sujet. Cette question va venir sur la table, apportée par l'État, apportée par la profession agricole. Alors, je dirais, pour répondre à cette question tout simplement, mais on n'a pas besoin d'une réglementation spécifique. On n'a pas besoin d'inventer l'eau chaude quand on a tous les éléments. Il suffit de supprimer toutes les consignes de tir dans les règlements intérieurs des sociétés, d'empêcher les présidents de sociétés à appliquer des règles que je ne peux pas comprendre. Moi, j'invite, je le dis clairement et je pèse mes mots, aux chasseurs individuels à refuser cette entre guillemets, soumission financière par rapport à une réglementation qui n'est absolument pas prévue dans les textes. C'est tout le contraire qui est écrit dans le schéma départemental de gestion cynégétique. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, on les prendra, nous. Mais on ne peut pas avoir cette fuite en avant de la protection des laits adultes qui n'a comme conséquence que de faire monter, exploser les populations de sangliers. Je suis désolé, mais c'est important et je remercie cette personne d'avoir posé cette question. On a terminé sur les questions ? Oui, terminé pour les questions, Président. Merci. Merci Gérard. De toute façon, comme à chaque fois, si vous avez des questions qui éventuellement, si elles arrivent un peu plus tard et autres, on essaye d'y répondre via notre site, je crois, et on collecte et on regroupe et on envoie des réponses éventuellement sur notre site internet de la Fédération. Eh bien, écoutez, on a terminé cette réunion. Vous voyez, je crois qu'on a mis 45 minutes, donc on essaye d'être un peu plus punchy que les années précédentes. Je vous salue tous au nom de toutes les personnes qui sont avec moi également sur le plateau. Je vous invite surtout à venir nombreux présents à notre Assemblée Générale du 18 avril prochain, je ne me trompe pas dans la date ? Samedi 18 avril prochain, venez nombreux, c'est un grand moment de convivialité avant tout. Et pour nous quitter, on va donc lancer une vidéo que la communication de la Fédération nationale des chasseurs a réalisée tout dernièrement et qui passe depuis ce matin, c'est tout récent, sur toutes les grandes chaînes, les grands médias nationaux. Donc, eh bien, c'est parti, regardez ça et à très bientôt. Merci. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Qui va à la chasse trouve sa place. La